des gares canadiennes. Témoins d'une époque révolue, elles ont assisté à la naissance d'un pays et regardé défiler ceux qui l'ont bâti. All aboard! Au cœur de la salle des pas perdus, des voyageurs se bousculent. Le temps presse, le train entre en gare. Le temps d'une attente, des étrangers auront partagé un instant de leur existence, échangé des au revoir, puis laissé le train les emporter vers une autre destination. Dans ces palais des allées et venues, l'heure bat la mesure et impose son rythme aux voyageurs fébriles. Les gares sont les témoins précieux de l'histoire ferroviaire canadienne. Semées sur tout le territoire, elles ont tenu bout à bout les mailles de cette grande chaîne de métal. Elles ont regardé se bâtir le réseau, vu naître villes et villages. Pendant près d'un siècle, les gares ont été au centre de la vie. Elles furent l'élément le plus visible de la suprématie des compagnies ferroviaires, nouveaux maîtres du temps. 21 juillet 1836, c'est le voyage inaugural du premier chemin de fer canadien. Entre La Prairie et Saint-Jean-sur-le-Richelieu, plusieurs qualificatifs sont utilisés par les dignitaires pour décrire leur satisfaction face à cette grande invention. Habitués au cheval et à son attelage, ils font grand éloge de la vitesse vertigineuse atteinte par la nouvelle machine. Certains parlent même de merveille du siècle. Au cours du voyage, aucun mot n'est soufflé au sujet des deux bâtiments, d'un genre pourtant nouveau et récemment construits aux deux extrémités de la ligne. Les premières gares du Canada n'ont rien pour susciter les passions. Les gares de La Prairie et de Saint-Jean sont de simples bâtiments de bois lambrissés et terminés à la dernière minute. En 1836, la conception même du mot gare est encore inexistante. Le mot gare est un mot qui va venir plus tardivement. Au début, justement, parce que ce que nous appelons aujourd'hui gare était quelque chose de nouveau, on va essayer de se référer à des choses connues. Si bien que, par exemple, en France, on va utiliser le terme port sec pour décrire ces endroits mystérieux d'où les trains partent. Et comme le seul référent auquel les gens puissent faire affaire, c'est un port maritime. Alors bien sûr, de là, le terme port sec, c'est que c'est un port terrestre au fond. Sauf que, et on a repris ça avec aéroport de nos jours, port aérien. Le mot port comme lieu de départ, c'est un référent très puissant. Par contre, le mot gare va venir populaire avec le temps. Son équivalent anglais, c'est station, qui veut dire arrêt, littéralement. Et puis dans ce cas-ci, c'est la même chose, gare pour garer. Parce que le rôle principal, enfin un des rôles principaux de ce que nous appelons une gare, en dehors des points de départ et d'arrivée, c'est d'être justement un endroit où le train qui a priorité passe, tandis que le train ou les trains qui n'ont pas priorité se tassent. Ce que nous disons, c'est qu'ils se garent. Alors le terme est venu de là. En cette fin de 19e siècle où la vapeur est reine, les gares sont davantage utiles aux compagnies ferroviaires qu'aux voyageurs. Les premières gares, plus proches du camp de Boiron que du bâtiment public, s'entourent de châteaux d'eau munis de pompes éoliennes et de dépôts de charbon. Les mécaniciens s'y arrêtent, font le plein, bavardent un peu, puis repartent. Mais à mesure que le train avance et croît en popularité, le besoin de bâtiments plus fonctionnels se fait sentir.
Les voyageurs s'entassent sur des débarcadères boueux. L'absence de plateforme de bois fait la vie dure aux souliers vernis et aux ourlets des longues robes de velours. Les marchandises, qui transigent de plus en plus par le chemin de fer, encombrent le passage. La conception même d'une gare, d'une vraie, s'impose. Ne reste qu'à l'inventer. Les modèles européens sont d'abord des modèles pour les gares secondaires. Si on pense par exemple à la gare du Montreal and Lachine Railroad qui va être construite dans les années 1840, entre 1840 et 1850, c'est sa phase d'expansion, 1847 en fait, la gare elle-même a plutôt l'air d'une espèce d'abri. Ce qui serait plus proche du terme américain dépôt à ce moment-là que tout simplement gare. Il n'y a pas un lieu particulier pour l'accueil des passagers, ni le traitement des bagages en particulier. Ça vient tout doucement et plus tard. Quand on va vouloir commencer au Canada à adopter des gares, des terminus en fait, donc des points centraux dans les villes importantes, là en fait on va faire affaire à des référents nord-américains, à des styles qui deviennent populaires ici. Alors, nous voici dans la gare Barrington, petite gare de campagne tout à fait typique du 19e siècle, qui peut représenter en fait toutes les gares de campagne canadiennes des années 1880 à 1900. Elle est séparée en deux sections principales, avec un petit bureau au milieu, à la fois pour surveiller le quai et ce qui se passe à l'intérieur des salles d'attente. C'est le bureau du chef de gare. Alors ici, nous sommes dans la salle d'attente des femmes. Pourquoi une salle séparée pour les femmes et pour les hommes ? Probablement parce que les hommes chiquaient et qu'à ce moment-là, leur attitude était moins acceptable pour les femmes du temps. Aussi parce que les femmes pouvaient s'asseoir sur ce banc-ci pour pouvoir allaiter, ce qui leur donnait la tranquillité, étant donné qu'elles s'occupaient des enfants jusqu'à l'arrivée du train. Et aussi l'avantage, elles ont droit à un poêle pour se chauffer en hiver, ce qui n'est pas le cas des hommes. Construite là où le train l'amène, la gare est souvent la première terre d'accueil des colons et des immigrants venus bâtir leur avenir et le pays. Dans l'ouest comme dans l'est, la gare est le cœur de toutes les activités. Elle est le lien vital entre les habitants et les centres urbains dont ils sont tributaires pour leur approvisionnement. Nous voici donc maintenant dans la salle des hommes, plus encombrée, plus petite aussi que celle des femmes. Ça dépendait des gares, mais celle-ci servait également de dépôt de marchandises parce qu'il faut le savoir que les gares de campagne n'ont pas qu'une seule fonction. Elles ne servent pas qu'à ramasser les passagers et à les déposer. Il s'agit aussi de pouvoir faciliter le commerce des marchandises. Et donc, volailles, lait, produits agricoles sont souvent ramassés par les trains qui passent et les amènent à la ville où des courtiers se chargent de les distribuer. Les gens, bien entendu, vont pouvoir acheter leurs billets ici et vont fréquemment même acheter des lisières de tickets pour pouvoir avoir des tarifs réduits sur leur transport de marchandises agricoles. De plus, le bureau du chef de gare est également souvent la bonne place pour les popotins et savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est la place où le télégraphiste se tient. Des soldats qui partent à la guerre, des au revoir lourds d'espoir, le quai de la gare devient rapidement un lieu mythique, chargé d'émotions. Adieux enflammés, séparations déchirantes, la gare donnera au cinéma ses plus beaux plans. Partout où le train s'enfonce, au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, les gares suivent et marchent sur ses talons. Au milieu du 19e siècle, l'heure de gloire de la gare n'a pas encore sonné, mais des améliorations sont apportées au confort des voyageurs. À Montréal, la gare construite pour accueillir la clientèle urbaine de la nouvelle compagnie Montreal and Lachine Railway en 1847 offre de larges fenêtres. Les toits ornementés font leur apparition. Pour la construction de ces gares, chaque compagnie y va de l'inspiration du moment. Cela donne lieu à une explosion de styles.
Cette variété de toits compliqués, qui part plusieurs gares canadiennes, a néanmoins son utilité. Et il y a plusieurs raisons à construire des gares qui ont des formes qui dépassent la fonction. Parce qu'après tout, le rôle d'une gare, c'est d'abord et avant tout de servir de point d'arrêt, de traitement des passagers et des marchandises. Dès qu'on va commencer à rajouter des éléments, une partie d'entre eux vont des éléments architecturaux, donc des éléments décoratifs, purs et simples. Donc à ce moment-là, il s'agit tout simplement du jeu de l'architecte et de la volonté de la compagnie de montrer qu'elle peut se permettre de fabriquer des gares qui dépassent simplement la fonction. Et on va aller à des extrêmes, hein, avec le fameux style château, par exemple, du CP. Là, on est rendu dans cette logique-là, mais à l'extrême. Une autre raison, ça va être simplement de rajouter des éléments qui sont nécessaires aux opérations ferroviaires, comme la fameuse tour à horloge, pour certains endroits, puisque le train est intimement lié au développement de la notion de temps. Donc, du temps moderne, le temps découpé, et là, l'horloge a une place prédominante dans la gare. L'autre avantage principal d'avoir des éléments architecturaux visibles de loin, effectivement, des tourillons, des tourelles, des éléments qui sont élevés, dans les grandes plaines canadiennes en particulier, c'est que ça va aider le mécanicien de la locomotive à savoir, puisqu'il n'y a pas de radio à l'époque, là, il doit à peu près évaluer où il est. Et dans une vaste plaine, il n'y a pas tellement d'éléments visuels naturels, comme une colline, une montagne ou une autre forme d'architecture, pour pouvoir dire « Ah, j'approche de mon prochain arrêt, il faut que je ralentisse ou que je me prépare pour observer s'il y a un signal qui m'attend. » Donc l'introduction d'éléments hautement visibles. À partir de 1890, l'industrie ferroviaire est en plein boom. La voie ferrée, devenue l'épine dorsale du Canada, vit un essor sans pareil. Les voyages en train entrent dans les mœurs et les touristes d'Europe et des États-Unis découvrent ce grand pays maintenant dompté. Les petites gares devenues désuètes ne rendent pas l'image de prospérité que veulent projeter les dirigeants des compagnies ferroviaires. Pour ces nouveaux souverains, il faut de nouveaux palais. À la fin du 19e siècle, les grandes villes canadiennes verront s'ériger dans leur cœur des gares somptueuses dont le faste n'aura d'égal que la vie menée par les patrons du rail. Sur ce terrain, deux grandes compagnies vont s'affronter, le Canadien Pacifique et la compagnie du Grand Trunk, plus tard le Canadien National. Avec eux commence la fabuleuse course à la fierté.